Le siège arrière de l'Escalade sentait le cuir neuf, un parfum opulent qui jurait étrangement, avec l'odeur persistante du bacon et du détergent à plancher qui s'accrochait encore à mes cheveux. J'étais là, assise à côté de Julian Davenport, l'homme le plus puissant, ou du moins celui qui venait d'être le plus désespéré, que j'ai jamais rencontré. Ma vie entière venait de basculer, ça faisait un bruit assourdissant dans ma tête. Quelques heures plus tôt, à 6h40 du matin précisément, je n'étais qu'une serveuse dans un café de Montmartre. Une serveuse fatiguée, les mains rouges à force de récurer des tables, le cœur lourd d'une tonne de dettes et de rêves brisés. Mais ce matin-là, un homme est entré dans mon café, le cœur doré, et absolument rien n'a plus été pareil. C'était une de ces matinées de novembre à Paris, où le froid mordait jusqu'au jour et où le ciel, couleur d'encre diluée, promettait une journée morne. Je venais de prendre mon service, ajustant mon tablier sur ma taille jusqu'à ce que les ficelles s'enfoncent un peu, une sensation familière de construction. Marie, c'est moi, Murray Ashbourne. 24 ans, mais mes yeux, je le savais, portaient le poids de la fatigue, de nuits trop courtes et de soucis trop longs. On m'appelait souvent Phelps, un diminutif que Marco, le cuisinier à la pointe de fer et au cœur tendre, avait inventé. Il brandissait sa spatule comme une épée et gueulait des commandes d'omelette. « Table 4, encore un café, Phelps. »« J'arrive. » Ma voix, d'habitude si calme, si posée, résonnait bizarrement dans le tintement des tasses et le grésillement du grille. Je n'étais pas censé être là. Il y a 3 ans, j'étais en tête de ma promotion à Assas, spécialisé en finances d'entreprise et droit des contrats. Mon cerveau voyait des motifs là où les autres ne voyaient que du chaos, des équilibres financiers comme d'autres lisent une partition de musique. Puis, il y a eu l'accident. Le père de mon père, le second père en quelque sorte, celui de mon père qui lui-même est décédé trop tôt, avait fait un AVC, je ne sais plus si c'était en mars ou avril. La date exacte est floue. Les factures médicales s'étaient empilées, engloutissant nos économies, puis les prêts usuraires avaient suivi. J'avais dû tout arrêter en dernière année pour enchaîner les doubles services ici et la nuit dans un entrepôt de Bobigny, juste pour garder mon père dans cet établissement de soins à Montreuil. Le diplôme de droit, un fantôme, un souvenir douloureux que je m'efforçais d'enterrer. J'ai saisi la cafetière, le métal chaud contre ma paume, et j'ai balayé la salle du regard. La ruée du matin commençait. Des ouvrières du bâtiment, des infirmières au visage tiré après leur garde de nuit, et lui. J'ai marqué une pause. L'homme assis dans la banquette du fond ne collait pas. Ce n'était pas seulement son costume, même si, soyons honnêtes, je m'y connaissais en costard. Je savais faire la différence entre un prêt-à-porter quelconque et un costume de laine italienne sur mesure. Celui du fond portait des milliers d'euros de tissu. Ses boutons de manchette captaient la faible lumière du néon, des plaques de platine, discrètes, mais c'était sa posture qui m'a frappé. Il était affalé, la tête dans les mains, rayonnant d'un désespoir si profond qu'il semblait avoir une existence physique. Je me suis approché, la cafetière lourde dans ma main. « Un café ?» J'ai demandé doucement, ne voulant pas le surprendre. L'homme a levé la tête. Son visage était gris, ses yeux injectés de sang. Il n'avait pas l'air d'avoir dormi depuis une semaine. « Noir » a-t-il dit, « forte. »« S'il vous plaît. » J'ai versé le liquide sombre. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement, juste assez pour faire cliqueter la tasse en porcelaine contre la soucoupe. « Mauvaise nuit ?» j'ai demandé, en gardant un ton professionnel mais empreint de gentillesse. « Mauvaise vie », a-t-il murmuré, avant de regretter apparemment son aveu. Il s'est redressé, a remis le masque du grand patron. « Merci, ce sera tout. » J'ai hoché la tête et j'ai fait mine de partir, mais mes yeux se sont posés sur l'objet posé sur la table. Le porte-document en cuir était ouvert. L'homme en avait sorti une pile de documents épais,
reliés par de lourdes agrafes. L'entête de la première page était visible. Accord d'acquisition et de liquidation. Parties à l'accord. Aérodynamique Davenport. Holdings Prescott. Date 14 novembre 2024. Un choc de reconnaissance m'a parcouru. Aérodynamique Davenport. Je lisais les nouvelles financières. Je savais qui c'était. Julien Davenport, l'homme qui avait conçu le moteur de turbine Valkyrie, l'homme qui était en train de se faire dévorer vivant par les requins de la défense. J'ai hésité. Marie, lève-toi et pars. Tu sers des œufs, tu ne révises plus les contrats. Mais je ne pouvais pas, ça me démangeait le cerveau. Je l'ai vu sortir un stylo Montblanc de sa poche. Il l'a décapuchonné, fixant la ligne de signature sur la dernière page. Vous savez, j'ai dit, me surprenant moi-même, le café est offert si vous prenez le plat du jour, mais vous avez l'air d'être sur le point d'acheter quelque chose de bien plus cher. Julien a levé les yeux, agacé maintenant. Excusez-moi, je reconnais le logo, j'ai dit, en hochant la tête vers le document. Et je reconnais ce regard sur votre visage. C'est le regard de « je n'ai pas d'autre choix ». Mon père avait ce regard quand il a signé l'hypothèque de notre maison juste avant le krach de 2008. Julien a eu un rire sec, sans humour. Votre père était un homme sage de s'inquiéter. Je suis sur le point de brader l'œuvre de 40 ans pour une bouchée de pain. Pourquoi? J'ai demandé. Je n'ai pas bougé. Marco a sonné pour une commande, mais je l'ai ignoré. Parce que, Julien a soupiré, ayant besoin de le dire à voix haute à une étrangère pour le rendre réel. À cause d'une clause de liquidité, sous-section 4, paragraphe B. Si nos actifs liquides tombent en dessous d'un certain seuil pendant 3 trimestres consécutifs, le détenteur majoritaire d'obligations, Prescott, a le droit de forcer une vente à la valeur comptable. Nous avons manqué le seuil de 2 millions d'euros hier. J'ai froncé les sourcils. Mon esprit, dormant depuis 3 ans, s'est soudainement mis en marche. Valeur comptable, comptabilité standard ou juste valeur marchande? Julien a cligné des yeux. Il a fixé la serveuse. Excusez-moi. L'évaluation, j'ai dit, m'approchant. S'il force une vente basée sur une clause de liquidité, la méthode d'évaluation est importante. Est-ce que la valeur comptable amortit ou l'évaluation marchande actuelle? C'est la valeur comptable standard. C'est dans le contrat. Julien a fait un geste vague vers la pile de papier. Écoutez, mademoiselle, j'apprécie votre intérêt, mais j'ai une réunion à 8 heures du matin pour mettre fin à ma vie. J'ai juste besoin de boire ce café. J'ai mordu ma lèvre. J'ai regardé l'horloge murale. 7h05. Puis-je voir? J'ai demandé. Julien m'a fixé. Quoi? La page, la clause concernant le seuil. Amusez-moi. Je lisais ça pour le plaisir avant que la vie ne m'arrive. Julien m'a regardé, vraiment regardé. Il a vu l'intelligence brûler dans mes yeux, un contraste saisissant avec la résignation morne dans les siens. C'était un homme qui avait bâti sa fortune sur l'instinct. Son instinct lui disait de laisser la serveuse jeter un œil. « Vous avez 5 minutes », a dit Julien, faisant glisser le document sur la table un peu grasse. Le bruit du café s'est estompé en arrière-plan. Pour moi, le monde s'est réduit au texte noir sur le papier blanc. C'était du jargon juridique dense, conçu pour obscurcir, pour ennuyer, pour cacher le poignard dans les détails. Julien m'observait, il s'attendait à ce que je le survole et que je hoche la tête poliment. Au lieu de cela, j'ai sorti un stylo bic de ma poche de tablier et j'ai commencé à suivre les lignes, mes lèvres bougeant silencieusement. Sous-section 4. Définition des actifs liquides, j'ai murmuré. Équivalent de trésorerie, titre négociable, obligation notée BBB ou plus. J'ai tourné la page en arrière, puis en avant, puis encore en arrière. Mon front s'est plissé. Monsieur Davenport, j'ai dit, sans lever les yeux. Vous avez dit que vous aviez manqué le seuil de 2 millions d'euros. Oui, nous avions besoin de 400 millions de capital liquide. Nous avons clôturé le trimestre à 398 millions.
Les auditeurs de Pierre l'ont vérifié hier. Les auditeurs de Pierre, j'ai répété. J'ai tapoté le papier ici. Section 12, clause C. Définition des actifs exclus. Elle liste la trésorerie restreinte détenue dans les filiales étrangères comme non liquide. Correct, a dit Julien en vérifiant sa montre. 7h15. Nous avons de la trésorerie dans une holding à Singapour, mais elle est bloquée par un litige fiscal. Nous ne pouvons pas la compter, n'est-ce pas? Exactement, j'ai dit, mes yeux scannant plus vite maintenant. Mais regardez la date de ce modèle de contrat. Il fait référence aux normes internationales d'information financière ou IFRS 9. Alors, je me suis redressé, mes yeux écarquillés. Avez-vous reclassé votre holding de Singapour le mois dernier? J'ai lu dans le journal que Davenport Aérodynamique avait déplacé son hub logistique asiatique de Singapour au Vietnam pour éviter les tarifs. Julien a froncé les sourcils. Nous l'avons fait. Nous avons déplacé le domicile légal de la filiale le 1er octobre. J'ai frappé le papier du doigt. Le Vietnam n'est pas soumis aux mêmes restrictions de rapatriement que le véhicule fiscal spécifique de Singapour listé dans cette clause d'exclusion. De plus, selon l'IFRS 9, une fois que cette entité a déménagé, la trésorerie qui y est détenue, même si elle est contestée, est considérée comme une liquidité conditionnelle et non de la trésorerie restreinte si le litige représente moins de 50% de la valeur totale. Julien s'est redressé. Le brouillard dans son cerveau s'est dissipé instantanément. « Qu'est-ce que vous dites? » J'ai dit, ma voix tremblante d'adrénaline, que si vous avez déplacé ce hub au Vietnam, les 15 millions d'euros que vous avez là-bas ne sont plus restreints. Selon cette définition de contrat spécifique, le contrat liste des juridictions spécifiques pour l'exclusion. Il liste Singapour. Il ne liste pas le Vietnam. Julien a saisi le papier, il a mis ses lunettes de lecture, ses mains tremblantes, mais pas de peur cette fois, de rage. Il a lu la clause, puis il a lu l'addendum concernant la filiale. Ils l'ont manqué, a-t-il murmuré. Pierre a utilisé une liste d'exclusion standard de l'accord de 2022. Il n'a pas mis à jour la liste des juridictions après notre déménagement, ce qui signifie, j'ai continué, que ces 15 millions d'euros devraient être comptabilisés dans votre total de liquidité. Si nous ajoutons les 15 millions, Julien a fait le calcul dans sa tête. 358 millions plus 15 millions font 413 millions. Vous n'avez pas violé la clause, j'ai dit, un lent sourire se répandant sur mon visage. Vous n'êtes pas en faillite, Monsieur Davenport. Vous êtes solvable. Il force un défaut de paiement basé sur une erreur de calcul. Julien a fixé le papier. Puis, il m'a fixé. La serveuse avec le tablier effiloché et la tache de café sur la manche venait de trouver une faille juridique d'une valeur de 4 milliards d'euros. À 7h25, Julien a déclaré que le désespoir avait disparu. À sa place, il y avait l'acier froid de l'homme qui avait bâti un empire. La réunion est à 8 hommes. Si je signe ça, je renonce à mon droit de contester le calcul. Alors ne signez pas, j'ai dit. Julien s'est levé. Il se sentait 10 ans plus jeune. Il a sorti son portefeuille. Il n'avait pas d'argent liquide. Il a sorti une carte American Express noire en titane et l'a posée sur la table. « Je n'ai pas de quoi payer le café avec ça ici, » a-t-il dit. « Allez-y, » j'ai dit. « Juste, partez. »« Non, » a dit Julien. Il m'a regardé intensément. « Vous avez trouvé ça. Vous comprenez ça. J'ai besoin de vous. J'ai mon service. Marco va me virer. »« Mademoiselle, quel est votre nom? » ?»« Marie Ashbourne. »« Marie, si vous venez avec moi tout de suite, je paierai vos prêts étudiants. J'achèterai ce bâtiment. Je vous donnerai un emploi qui paiera plus en une semaine que ce que vous gagnez ici en un an. Mais j'ai besoin que vous expliquiez ça aux avocats. J'ai besoin que vous soyez celle qui dise à Pierre Prescott qu'il a échoué. » J'ai regardé Marco qui criait à propos d'une omelette. J'ai regardé la table grasse. Puis j'ai regardé Julien Davenport,
qui tenait la porte ouverte sur un monde que je pensais avoir perdu pour toujours. J'ai défait mon tablier et je l'ai laissé tomber sur la table. Allons-y, j'ai dit. Julien a attrapé son téléphone alors que nous nous précipitions dans la rue. L'escalade noire a freiné brusquement devant nous, le chauffeur semblant confus alors que son patron sortait d'un café avec une serveuse. Julien m'a poussé sur la banquette arrière et a sauté après moi. « À la tour !» a aboyé Julien au chauffeur. « Et passez-moi Charles Mayfield au téléphone. Dites-lui d'arrêter de pleurer et de venir tout de suite à la salle de réunion. Nous partons en guerre. » Alors que la voiture filait vers l'avenue Montaigne, Julien m'a regardé. « Vous avez dit que vous étiez étudiante en droit. »« Major de ma promotion, » j'ai dit, en lissant ma jupe, avant de manquer d'argent. Julien a souri, un sourire de requin prédateur qu'on n'avait pas vu à la Défense depuis des années. « Eh bien, le cours reprend. Vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous risqué votre emploi, votre sécurité, pour un homme que vous connaissiez depuis moins d'une heure? » J'ai senti mes mains devenir moites. Le cuir neuf du siège me rappelait un luxe auquel je n'étais pas habitué. Le moteur ronronnait doucement, un contraste avec le vacarme habituel de ma vie. Je jetai des regards furtifs à Julien. Ses traits, qui étaient encore grisés par la défaite quelques minutes plus tôt, s'étaient durcis, aiguisés. Il était en mode combat. Je me demandais si j'avais la force de le suivre. Les souvenirs de mes années à Assas affluaient, les heures passées à décortiquer des codes, à anticiper les failles. Ce savoir que j'avais cru inutile était maintenant mon seul atout. Moment, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette histoire de contrat, de milliards, de manipulation, c'était tellement loin de ma réalité habituelle. Je veux dire, quelques minutes avant, je me demandais si j'aurais assez pour payer la semaine prochaine de soins de mon père. Je jonglais avec les chiffres de son traitement, avec les échéances des prêts qui m'étranglaient. Et là, je suis assise devant un homme qui est sur le point de tout perdre et qui me regarde comme si j'étais la seule à pouvoir l'aider. C'était absurde, surréaliste, comme un film où je n'avais pas ma place. Un de ces blockbusters américains qu'on regarde le dimanche soir, mais dont on sait qu'ils n'existent pas vraiment. Mais en même temps, quelque chose vibrait en moi, un ancien moteur que je pensais éteint. Cette situation était dingue, oui, mais elle était aussi incroyablement réelle, d'une manière que ma vie de serveuse n'avait jamais été. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment, de la complexité derrière les rideaux dorés de la Défense. Mais une chose était sûre. Mon cerveau, lui, était en alerte maximum. Retour à l'action et vite, car le temps pressait. Le bureau de Julien, quelque part au 70e étage de la tour Davenport, était un sanctuaire de bois d'acajou et de cuir, mais en cet instant, il ressemblait davantage à un bunker sous haute tension. 45 minutes, Charles, l'avocat et ami de longue date de Julien, arpentait la pièce, ses mains tremblantes alors qu'il desserrait complètement sa cravate. Nous avons 45 minutes pour dénouer une structure de société écran que Pierre a probablement mis 6 mois à bâtir. C'est impossible, Julien. Il nous faudrait des experts comptables judiciaires. Il nous faudrait le SRPG. Julien l'ignora. Il était près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Marie, de quoi avez-vous besoin? » J'étais déjà assise au bureau massif de Julien, mes doigts voltigeant sur le clavier de son terminal. J'avais les yeux rivés sur l'écran, essayant d'ignorer la panique palpable dans la pièce. « J'ai besoin de calme », j'ai dit, mes yeux parcourant les écrans. Et je dois connaître le nom de la société écran qui a acheté Titanium Dynamics. C'était Athalgard Capital, a dit Charles, fouillant dans ses notes. Enregistré dans le Delaware, service d'agent à Wilmington. Aucun administrateur répertorié, juste un gérant de SRL générique. J'ai tapé le nom. D'accord, Ethelgard Capital incorporé il y a 3 semaines. Capitalisation initiale, 500 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent pour un fantôme. Pierre a les poches profondes, a murmuré Julien. Pas si profondes, j'ai rétorqué.
Il vaut 200 millions sur le papier, principalement en actions Davenport. Pour acheter un fournisseur pour un demi-milliard, il avait besoin de garanties. Il a emprunté l'argent. J'ai tourné l'écran. S'il l'a emprunté, il y a une déclaration de financement UCC déposée contre les actifs de la société Écran. Les banques ne prêtaient pas un demi-milliard de dollars sans déposer une garantie. Alors, a demandé Charles, la garantie listera le débiteur comme Etalgard. Oui, j'ai dit, une étincelle d'intensité dans mes yeux. Mais elle listera le créancier garanti, la banque, et plus important encore, les documents de prêt font souvent référence à une garantie si la société n'a pas d'historique de crédit. J'ai cliqué dans la base de données du secrétaire d'État du Delaware. Un écran de paiement est apparu. Julien s'est penché et a tapé son numéro de carte de crédit sans hésitation. Le document s'est chargé. Déclaration de financement UCC1. Débiteur. Thalgard Capital LLC. Créancier garanti. Ironshore Private Equity. Ironshore. Julien a froncé les sourcils. Je les connais. Ils sont agressifs. Ils ont financé la prise de contrôle hostile d'Orion Heavy Industries l'année dernière. Regardez la description de la garantie. J'ai pointé le bas de la page. Tous les actifs du débiteur, y compris, mais sans s'y limiter, 100% des capitaux propres de Titanium Dynamics. Cela prouve juste qu'Etalgard les a achetés. Charles a soupiré. Cela ne le lit pas à Pierre. Continuez à lire, j'ai ordonné. J'ai fait défiler jusqu'au bloc de signature. Il était signé par un représentant autorisé d'Etalgard Capital. La signature était d'un gribouillis illisible. Impasse. Charles s'est affaissé sur le canapé. C'est une signature par procuration, probablement un avocat. Je n'ai pas abandonné. J'ai fixé le document. J'ai zoomé sur le timbre du notaire à côté de la signature. Le notaire? J'ai murmuré. Patricia Vance, numéro de commission 492, État de New York. J'ai regardé Julien. Pierre a-t-il un notaire qu'il utilise, quelqu'un en interne, quelqu'un en qui il a confiance? Julien a regardé Sophie Sunfield, son assistante exécutive, qui était restée silencieusement près de la porte, la gardant comme une sentinelle. Sophie s'est avancée. Son visage était pâle. Patricia Vance, a dit Sophie lentement, est la belle-mère de Pierre. C'est une parajuriste à la retraite. Il l'utilise pour des trusts personnels, des choses qu'il ne veut pas que l'équipe juridique de l'entreprise voie. La pièce est devenue silencieuse. Il a utilisé sa belle-mère pour notarier les documents de prêt pour la société Écran. J'ai dit, un sourire perçant l'attention, parce qu'il ne pouvait demander à personne du cabinet de le faire sans créer une trace de conflit d'intérêts. C'est le lien, a dit Julien, sa voix montant. Si Patricia Vance l'a notarié, elle a le registre, et c'est de la famille. C'est une preuve circonstancielle, a averti Charles. Pierre prétendra qu'elle faisait juste une faveur à un client. Nous avons besoin du registre, j'ai dit, ou nous avons besoin de l'email où il lui a envoyé le document à signer. Julien a regardé l'horloge, 8h40. Sophie, a dit Julien, sa voix baissant, vous gérez l'accès au serveur exécutif. Vous avez les clés principales. Oui, a dit Sophie. Mais Pierre a un serveur privé pour ses affaires personnelles. Il est isolé. Je ne peux pas y accéder. Nous n'avons pas besoin de son serveur. J'ai dit. Nous avons besoin du sien. Est-ce qu'il l'a envoyé à son compte personnel, Gmail? Yahoo! Pierre est arrogant, a dit Sophie, ses yeux se rétrécissant. Il se croit intouchable. Il envoie tout le temps des choses à la famille de sa femme depuis son email Davenport, parce qu'il pense que personne n'osera le fouiller. Sophie s'est approchée du bureau. « Poussez-vous », a-t-elle dit à la fin d'une longue phrase dans ma tête. Sophie s'est assise. Ses doigts étaient un flou. Elle n'était pas juste une assistante. Elle était la gardienne de la tour. Elle avait des privilèges administratifs que même le DSI ne remettait pas en question. Recherche de courrier sortant. Destinataire.
pattyvance, 1956gmail.com, a murmuré Sophie. L'écran a mis en mémoire tampon. On l'a, a chuchoté Sophie. 24 octobre. Objet. Veuillez signer et renvoyer dès que possible. Projet urgent. Elle a ouvert la pièce jointe. C'était de la garantie de prêt pour Etalgard Capital. Et là, sur la dernière page, listée comme garant, en petits caractères sous la ligne de signature, il y avait un trust personnel. Le D. Prescott Revocable Trust. Il a garanti le prêt personnellement. J'ai halté. Il devait le faire. La société écran n'avait pas encore d'actifs. Il a mis ses propres actions Davenport en garantie pour acheter le fournisseur, pour saboter la société, pour faire baisser le cours de l'action. Il a mis ses propres garanties à découvert, a dit Julien, sidéré par l'audace. Si l'action baisse trop, il se fait appeler en marge. Il a besoin que ce rachat se fasse aujourd'hui pour rembourser le prêt. Ce n'est pas juste un saboteur, j'ai dit. Il est ruiné. Si cet accord ne passe pas, il fait faillite. Julien a saisi la page imprimée alors qu'elle sortait de l'imprimante laser. Elle était encore chaude. 8h55. Allons le pendre, a dit Julien. Il ne courait plus cette fois. Il marchait. Julien ouvrait la marche, tenant la feuille de papier unique comme une épée. J'ai marché à ses côtés, la tête haute. Charles traînait derrière, boutonnant son col, l'air d'un homme qui venait d'assister à une résurrection. Quand ils ont atteint les portes de la salle de réunion, le garde s'est interposé. « Monsieur Prescott a donné des ordres », a dit le chef des gardes, l'air contrit. « Aucune interruption tant que le vote n'est pas terminé. »« Écartez-vous, John », a dit Julien doucement, « ou vous expliquerez à la police pourquoi vous avez obstrué une enquête fédérale sur la fraude boursière. » Jean a hésité. Il a regardé Julien, l'homme qui lui avait donné une prime de Noël chaque année pendant une décennie, puis les portes fermées. Il s'est écarté. Julien a poussé les portes. La pièce était au milieu d'un appel nominal. « Monsieur Henriot vote oui », disait la secrétaire de l'entreprise. « Madame Hartwell. » Charlotte Hartwell regardait ses mains. Elle a levé les yeux alors que les portes s'ouvraient avec un fracas. « Nous sommes au milieu d'un vote, Julien », a crié Pierre, se levant. Il était rouge de colère. « C'est fini. Sortez. »« C'est fini, Pierre, » a dit Julien, sa voix calme, remplissant la pièce. « Mais pas pour moi. » Il s'est dirigé vers la table et a fait glisser le papier sur le marbre noir. Il s'est arrêté directement devant Charlotte. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Charlotte. « C'est une garantie de prêt. » J'ai pris la parole. « Pour Etalgard Capital, la société qui a acheté notre fournisseur et coupé notre chaîne d'approvisionnement. » Pierre a figé, ses yeux rivés sur le papier. Il l'a reconnu instantanément. « C'est un document volé, » a balbutié Pierre. « C'est une communication privilégiée. C'est un email d'entreprise envoyé depuis un serveur de l'entreprise, » a dit Charles Mayfield, s'avançant avec une nouvelle audace. « Il n'y a aucune attente de confidentialité lorsque vous utilisez les ressources de l'entreprise pour commettre une fraude. » Charlotte a mis ses lunettes de lecture. Elle a lu la section surlignée. « Garant, The D. Prescott Revocable Trust. » Elle a levé les yeux, son visage perdant toute couleur. Elle a regardé Pierre avec un mélange d'horreur et de dégoût. « Vous avez garanti le prêt, » a chuchoté Charlotte. « Vous avez utilisé vos propres actions pour acheter le fournisseur. Vous avez délibérément saboté le lancement de Valkyrie. » « C'était une manœuvre commerciale, » a crié Pierre, son masque se brisant complètement. « Je modernisais l'entreprise. Julien est un dinosaure. Il nous menait à la ruine avec son obsession de l'héritage. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver l'action. »« Vous n'avez pas sauvé l'action, » j'ai dit, ma voix perçant son hystérie. « Vous l'avez fait chuter pour pouvoir la racheter à bas prix. C'est de la manipulation de marché. C'est du délit d'initié. Et puisque vous avez utilisé une société écran pour le cacher, c'est aussi du blanchiment d'argent. » Pierre a regardé autour de la pièce.
Les autres membres du conseil s'éloignaient de lui, déplaçant physiquement leurs chaises. Il était toxique, radioactif. Fabien! Pierre a regardé son avocat. Fabienne Everhart était déjà en train de fermer son ordinateur portable. Je n'étais pas au courant de cette structure, Pierre. Je ne peux pas vous représenter dans cette affaire. Pierre a ri, un son aigu et frénétique. Lâche, tous! J'ai bâti cet accord. Je possède cette salle. Vous ne possédez rien, a dit Julien. Il s'est dirigé vers le chef de table. Pierre Prescott, a dit Julien formellement. En tant que président du conseil, je vous retire de cette réunion. Votre emploi est terminé pour cause. Avec effet immédiat, sécurité. Jean et deux autres gardes sont entrés. Ils ne regardaient plus Pierre avec peur. Ils le regardaient comme un intrus. « Ne me touchez pas !» a grogné Pierre, repoussant la main de Jean. Il a redressé sa cravate, essayant de retrouver un semblant de dignité. Il a regardé Julien. « Vous ferez faillite dans 1 an de toute façon, vieil homme. Le Valkyrie ne volera pas. Vous n'avez pas la vision. » Puis il m'a regardé. Ses yeux étaient froids, morts, comme ceux d'un requin. « Et vous, a-t-il craché, profitez du pourboire. » Pierre s'est retourné et a quitté la pièce, les lourdes portes se refermant derrière lui avec un bruit sourd et définitif. Le silence qui a suivi était pesant, mais il n'était plus oppressant. C'était le silence d'une tempête qui venait de se calmer. « Madame Hartwell ?» a demandé la secrétaire, sa voix tremblante. « Votre vote ?» Charlotte a regardé Julien. Elle a souri, un sourire fatigué, mais sincère. « Je vote la défiance à l'égard de Pierre Prescott, a-t-elle dit, et je propose de réintégrer Julien Davenport en tant que PDG avec tous les pouvoirs exécutifs. »« Approuvé, a dit Henriot. « Approuvé, a dit le reste de la table, un cœur de soulagement. Julien a expiré une respiration qu'il avait l'impression de retenir depuis 6 mois. Il m'a regardé. J'étais appuyé contre le mur, l'air épuisé, tenant mon plateau à café vide. Il m'a fait un signe de tête, une promesse silencieuse. Charles m'a raconté plus tard à quel point cette matinée-là l'avait secoué. De sa place, à côté de Julien, il n'avait d'abord vu en moi qu'une erreur, une serveuse, un signe de la folie de son ami. Il m'a dit qu'il avait senti son cœur se serrer en m'entendant parler de clauses contractuelles, craignant une humiliation publique encore pire que celle qu'il s'apprêtait à vivre. Puis, la stupéfaction, l'incrédulité face aux chiffres que je déroulais. Il a comparé ce moment à un réveil brutal, une douche froide qui a balayé des mois de désespoir et de nuits blanches. Il a admis qu'il m'avait jugé, qu'il avait vu une simple serveuse, et que j'avais prouvé qu'il avait eu tort sur toute la ligne. Il m'a même dit qu'il avait eu envie de pleurer de soulagement quand j'avais fini, quand le silence s'était fait dans la salle, quand la défaite s'était changée en victoire. Je n'avais pas réalisé à quel point ils étaient au fond du trou, jusqu'à la gorge, sur le point de se noyer. Et dire que c'était moi qui les avais tirés de là. C'était impensable. 5 semaines plus tard, la neige de décembre à Paris n'était pas la douce tombée romantique des films. C'était une giboulée mordante et horizontale qui transformait l'avenue Montaigne en un véritable coupe-gorge. Mais à l'intérieur du Skunk Works, le surnom donné au laboratoire de R&D de la Tour Davenport, il faisait chaud. Ça sentait l'ozone, l'huile de machine et le café frais. J'ai passé ma carte d'accès temporaire au point de sécurité. Le voyant est passé au vert avec un bip satisfaisant. Je ne portais pas mon uniforme de serveuse. J'avais un manteau de laine sur mesure par-dessus un blazer marine et un pantalon, une tenue que j'avais achetée avec hésitation, me sentant comme une imposteur dans la cabine d'essayage. Je vérifiais toujours les étiquettes de prix par habitude, mon cœur faisant un bond à tout ce qui dépassait 50 €, même si mon compte en banque me disait que je n'avais plus à m'inquiéter. J'ai passé devant des rangées d'ingénieurs penchés sur des terminaux. L'atmosphère avait changé. 5 semaines auparavant, cet étage était un morne désert, silencieux dans l'attente des licenciements. Maintenant, c'était électrique.
Les voix étaient fortes, les discussions passionnées et les rires, des rires authentiques, résonnaient sur les murs d'acier. J'ai trouvé Julien Davenport non pas dans son penthouse de direction au 4e étage, mais dans le Glass Bay 4, une chambre d'essai donnant sur l'énorme prototype du moteur Valkyrie. Julien ne portait pas son costume de marque. Il était en manche de chemise, sa cravate abandonnée sur un établi, et il y avait une tache de graisse sur sa joue. Il discutait avec un jeune ingénieur de la courbure des pales de turbine. Il ne s'agit pas du coefficient de traîner dans le vide, mon garçon, disait Julien, ses mains bougeant avec animation. Il s'agit de la façon dont ça gère la coupe transversale à 9000 mètres. Touchez le métal. Il doit respirer. Il a levé les yeux et m'a vu debout de l'autre côté de la vitre. Son visage s'est éclairé d'un sourire sincère. Le genre qui atteint les yeux, plissant profondément les coins. Il a tapoté le jeune ingénieur sur l'épaule et murmuré une dernière instruction et est sorti de la baie. Marie, Julien a essuyé sa main sur un chiffon avant de me l'attendre. Je ne pensais pas que vous viendriez. Je pensais que vous aviez peut-être pris l'argent et fui vers une île tropicale. Dieu sait que j'aurais fait ça. J'y ai pensé, j'ai admis, lui serrant la main. Sa prise était ferme, colleuse de nouveau, plus la main douce et tremblante de l'homme dans le café. Mais les îles tropicales deviennent ennuyeuses, et je voulais voir si c'était vrai. Si quoi était vrai? Que le Valkyrie est réel, que ce n'était pas juste un argument désespéré pour sauver l'action. Julien a ri. Il a fait un geste vers l'énorme machine derrière la vitre, une bague chromée d'énergie potentielle. Elle est réelle, certifiée par l'aviation civile hier matin. 3 grandes compagnies aériennes ont déjà passé commande. Nous sommes solvables, Marie, pas seulement sur le papier. Nous construisons à nouveau des choses. Et Pierre, j'ai demandé doucement. Charles Mayfield est sorti d'un bureau annexe, tenant d'une tablette. Il avait l'air fatigué mais victorieux. Pierre est actuellement en train d'expliquer au tribunal de Paris pourquoi il ne devrait pas être placé en détention. La Direction générale des finances publiques a gelé ses avoirs ce matin. Ethelgard Capital n'était que la pointe de l'iceberg. Il a puisé dans le fonds de pension pour couvrir ses shorts. Il ira en prison? J'ai demandé. Pour très longtemps, Charles a hoché la tête. Et Fabian Everhart a accepté de coopérer avec la justice pour sauver sa propre licence. C'est un château de cartes complet et il s'est effondré. J'ai appuyé mon dos contre la balustrade, regardant le moteur. C'est étrange. 5 semaines auparavant, c'était l'homme le plus puissant de la pièce. Il pouvait claquer des doigts et détruire des gens. Le pouvoir est une ombre, a dit Julien, s'appuyant à côté de moi. Il paraît grand quand le soleil est bas, mais il disparaît quand la lumière le frappe directement. Vous étiez la lumière, Marie. Il a fouillé dans sa poche et a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème. Il me l'a tendue. Je vous avais promis un emploi, a dit Julien, et j'avais promis de solder vos dettes. Mais une fois la poussière retombée, Charles et moi avons réalisé que ce n'était pas suffisant. J'ai pris l'enveloppe, elle était lourde. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque. Le montant était stupéfiant. Ce n'était pas seulement des honoraires de consultant. C'était une fortune. Assez pour payer la maison de retraite de mon père pour le reste de sa vie, rembourser les hypothèques, solder les prêts et ne plus jamais avoir à faire un double service. Mais sous le chèque, il y avait une lettre sur du papier épais. L'entête était gaufrée. Université de Paris 2, Panthéon-Assas, faculté de droit. Chère mademoiselle Ashbourne, nous avons le plaisir de vous informer que votre réintégration a été approuvée, effective pour le semestre de printemps. Vos frais de scolarité ont été payés intégralement via le fonds de bourse Davenport. J'ai fixé la lettre, ma vision brouillée. Vous avez appelé le doyen. J'ai siégé à son conseil pendant 10 ans. Julien a haussé les épaules. J'ai fait un don, mais ils ne vous ont pas reprise grâce à mon argent, Marie.
Ils vous ont reprise parce que je leur ai montré votre analyse de la stipulation oméga. Le doyen a dit que c'était la pièce de déconstruction contractuelle forensique la plus brillante qu'il ait vue en une décennie. Il veut que vous soyez assistante d'enseignement pour le cours de contrat. J'ai essuyé mes yeux, me sentant ridicule et submergé. Je ne sais pas quoi dire. Merci semble insuffisant. Ne me remerciez pas, a dit Julien. Sa voix est devenue sérieuse. Vous m'avez appris quelque chose, Marie. Quelque chose que j'avais oublié en 40 ans à grimper des gratte-ciel. Il s'est tourné pour regarder l'étage bondé d'ingénieurs, les secrétaires courant avec des dossiers, le concierge poussant un seau de serpillière dans un coin. J'ai passé ma vie à regarder les grands chiffres, a dit Julien doucement. Des milliards de revenus, des millions d'unités, des milliers d'employés. Je pensais que les entiers étaient la seule chose qui importait. Je pensais que les gens après la virgule, les fractions, les restes n'étaient que du bruit, des erreurs d'arrondi. Il m'a regardé intensément. Mais vous m'avez montré que l'intégrité de la structure ne se trouve pas dans les milliards. Elle se trouve dans le 0,61%. Elle se trouve dans les décimales. C'est là que la vérité se cache. C'est là que réside la force. Vous étiez une erreur d'arrondi pour Pierre, une serveuse, une anonyme. Et parce qu'il ne vous a pas valorisé, il a tout perdu. Julien a pris une profonde inspiration, l'odeur de l'atelier remplissant ses poumons. J'ai déménagé mon bureau ici, a-t-il continué, parce que je ne veux plus jamais être aussi loin du terrain. Je veux voir les détails. Je veux connaître les noms des personnes qui serrent les boulons parce que ce sont elles qui empêchent le ciel de tomber. J'ai hoché la tête lentement. La valeur du zéro, j'ai murmuré. Mon père disait toujours que zéro n'est pas rien. Zéro est le marqueur de position qui rend tous les autres nombres possibles. Exactement, Julien a souri. Il a fouillé dans sa poche à nouveau, mais cette fois, il n'a pas sorti d'argent. Il a sorti une simple carte-clé argentée. C'est pour le bâtiment, a dit Julien. Allez et venez comme vous voulez. Utilisez la bibliothèque, utilisez la salle de sport, et quand vous obtiendrez votre diplôme, ce bureau, celui à côté du mien, vous attend. Conseillère juridique pour Davenport. Si vous le voulez. J'ai pris la carte. J'ai regardé le chèque, la lettre et la clé. Le poids de mon passé, la lutte, la peur, l'épuisement semblaient se soulever de mes épaules, s'envolant comme de la vapeur des bouches d'aération du moteur. Je dois d'abord finir mes études, j'ai dit, une nouvelle confiance redressant ma colonne vertébrale. Et j'ai un cours de contrat à enseigner, mais gardez le siège au chaud pour moi. Je le ferai, a promis Julien. J'ai fait demi-tour pour partir, mais je me suis arrêté à la porte. J'ai regardé le milliardaire en manche de chemise, entouré par le bruit de la création, l'air plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Monsieur Davenport, appelez-moi Julien, Marie. Julien, j'ai souri. Votre café était terrible ce matin-là. Vous devriez vraiment installer une meilleure machine ici. Julien a ri, un son retentissant qui s'élevait au-dessus du vrombissement des turbines. Notez, premier point à l'ordre du jour. J'ai quitté le Skunk Works et je suis entré dans l'ascenseur. Tandis que je montais vers le hall, je regardais les chiffres grimper, mais je ne cherchais plus la destination. Je pensais au voyage, aux détails et à la précision magnifique et terrifiante de la vérité. Je suis sorti dans le froid mordant de Paris, mais je n'ai pas ressenti le frisson. J'ai hélé un taxi sans vérifier le compteur pour la première fois de ma vie. Université Panthéon-Assas, j'ai dit au chauffeur, et prenez le chemin le plus long. Je veux voir la ville. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment. Cette vie que j'ai maintenant, avec ses défis, ses opportunités, c'est un cadeau inattendu. Parfois, le doute s'installe, l'ombre de la précarité que j'ai fui. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis à ma place dans ce monde de tours de verre et de décisions à milliards? Je n'ai pas toutes les réponses et honnêtement, ce n'est pas grave. Je sais que je suis en chemin, apprenant,
grandissant, me trompant parfois. La vie n'est pas un contrat gravé dans le marbre, c'est un brouillon qu'on réécrit chaque jour. Et c'est ça, je crois, le plus important. L'histoire est en